Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Nous allons parler aujourd'hui de technologie, d'industrie, de climat, d'un contexte européen aussi, et d'une entreprise qui s'offre une nouvelle jeunesse. On reçoit Baptiste Fospré qui est le CEO d'Indao, on appelle maintenant Indao ce qui était avant Pépite. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors j'ai dit c'est une entreprise, on en parlera, qui se donne une nouvelle chance, et c'est plutôt positif, avec de belles perspectives aujourd'hui. Indao, alors l'objectif de l'entreprise, c'est de optimiser les processus industriels, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. C'est pas uniquement de l'optimisation de processus. Ce qu'on fait de manière globale, c'est pouvoir faire en sorte qu'on fasse levier sur l'ensemble des données qu'on peut retrouver dans un processus industriel afin de pouvoir avoir des informations qui sont claires et de là pouvoir prendre des décisions sur la manière d'opérer tout un ensemble d'actifs, un ensemble d'assets, un ensemble d'équipements dans ces processus. Oui, c'est ça. Donc, c'est optimaliser le processus industriel pour éviter les pertes d'énergie, les doublons, tout ce qui pourrait ne pas bien fonctionner. Exactement. Ben voilà, un actif industriel, un équipement, un procédé pris au sens large, finalement, peut être caractérisé par beaucoup de données. Donc là, c'est quelque part la matière première qu'on va pouvoir utiliser. Mais les problématiques qu'on traite, elles sont liées au fait que l'industrie, finalement, a toujours ce défi de pouvoir fonctionner au mieux, pouvoir produire logiquement un maximum sur base de ses capacités, éviter de faire des erreurs, anticiper les problèmes. Et donc, finalement, on se rend compte que les trois grands problèmes auxquels les industries au sens large sont confrontées aujourd'hui sont les suivants. Donc, tout premièrement, c'est qu'on est amené à devoir consommer des ressources, donc que ce soit des matières premières, que ce soit assez logiquement de l'énergie, et plus que jamais on est conscient du fait que ces ressources elles sont limitées, donc il faut pouvoir les utiliser de manière intelligente. Donc ça c'est vraiment un sujet super important qu'on retrouve de manière transversale auprès de tous nos clients. Deuxième sujet, c'est celui de la qualité. Logiquement, si on est dans un mode de fonctionnement industriel, on cherche à avoir quelque chose qui est constant en termes de qualité, et très souvent on se retrouve dans des situations où pour une raison ou une autre quelque chose change au niveau du procédé, au niveau du processus, et on a éventuellement des produits qui sont moins qualitatifs, et donc ça c'est quelque chose assez logiquement qu'on veut éviter. Et le troisième élément, c'est celui du contrôle, d'une certaine manière maîtrise sur les équipements. Donc c'est là qu'arrivent des concepts comme celui de maintenance prédictive. Et effectivement, à ce niveau-là, on est capable de pouvoir, de nouveau avec les algorithmes qu'on retrouve dans notre plateforme, de pouvoir caractériser l'état d'un système et anticiper éventuellement des problèmes qui pourraient arriver. Alors tout ça, on parlera de l'enjeu climatique, mais c'est certainement plus important que jamais à une époque où les crises se multiplient, où la pression sur l'industrie est importante. J'imagine que plus que jamais, on a besoin de monitorer tout ça, en fait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs niveaux, assez logiquement, par rapport aux conditions actuelles. Le premier, assez logiquement, c'est que si on prend un peu de recul et qu'on voit les choses au niveau du climat, on se rend bien compte qu'on va devoir aller de plus en plus vers la décarbonation, ce qui, dans l'industrie, implique d'aller vers de l'électrification. Donc, au niveau une maîtrise des consommations, clairement. Donc, la maîtrise des consommations, une transformation dans les procédés, puisque là où l'industrie, par exemple, est grosse consommatrice de chaleur pour beaucoup de procédés, cette chaleur, elle est encore aujourd'hui principalement produite par de l'énergie fossile, tout simplement. Donc les industriels, évidemment, travaillent de manière très ardue sur le fait qu'ils doivent changer ça. Ils en sont conscients eux-mêmes, non seulement parce que d'un point de vue climatique, évidemment, c'est important, mais aussi parce que dans la situation actuelle, plus que jamais, on se rend bien compte que l'approvisionnement des matières fossiles est quelque chose qui est effectivement compliqué et qui plus est très variable en termes de prix, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans des situations économiques qui ne sont pas évidentes. Et vous, donc, ce que vous faites, c'est vous donner une plateforme, vous vendez une plateforme qui permet de gérer tout ça de manière la plus optimale possible. Exactement. Donc nous, le cœur du réacteur chez nous, c'est effectivement la plateforme qui s'appelle Indao.
le nom de la société, effectivement. On a voulu avoir cet alignement, cette verticalité entre le nom de la solution et le nom de la société. Et cette plateforme, comme je le disais avant, finalement, va se nourrir d'un ensemble de données qu'on va retrouver dans le secteur industriel. Donc ça peut venir de capteurs, ça peut venir de systèmes de contrôle, de commandes, de monitoring, de planification, donc de plein de sources différentes, et va pouvoir faire en sorte que sur cette complexité qu'on a au niveau des données, de pouvoir mieux caractériser ce qui se passe au niveau des procédés. Et donc de pouvoir en arriver à avoir des décisions qui sont relativement simples à prendre sur les différentes thématiques qu'on a mentionnées. Alors, qu'est-ce qu'Indao représente aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est encore une start-up ? Vous avez un potentiel important. Il y a un de mes collègues de l'Écho, pour ne pas le nommer, qui disait vous êtes un peu potentiellement l'Odoo de l'industrie. C'est quand même de belles perspectives, ça. Oui, c'est plus que flatteur. C'est plus que flatteur. Donc, effectivement, on n'est plus une start-up. La société a été fondée en 2002, donc ça fait quelques années, effectivement. Et elle vient de changer de nom. Et elle vient de changer de nom, tout à fait. Ce changement de nom se justifie aussi d'une certaine manière parce qu'on veut montrer qu'on a beaucoup travaillé sur notre positionnement et on veut que le nom reflète effectivement ce nouveau positionnement et on veut qu'on puisse aussi se donner des nouvelles bases pour pouvoir aller plus loin, aller plus vite. Alors effectivement, Maxime Paquet, pour ne pas le nommer, parle du Odoo de l'industrie. Évidemment, ça peut laisser rêveur. On sait très bien qu'il y a des points communs, mais beaucoup de différences. Et donc, c'est à nous de voir comment on peut s'inspirer. En tout cas, c'est la même chose, un produit, une plateforme qui permet d'accompagner. En l'occurrence, Odoo, c'est plus les petites et moyennes entreprises, mais qui leur donne les outils de gérer tout de la meilleure manière eux-mêmes. Quoi. Exactement. C'est un peu la même chose, C'est vraiment ça. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment pouvoir venir avec une suite finalement d'outils, de solutions qui sont basés sur l'héritage qu'on a au niveau de la société depuis maintenant plus de 20 ans, afin de pouvoir répondre aux problèmes opérationnels qu'on va retrouver dans le secteur industriel. Donc ça touche aux procédés, comme j'en ai parlé, mais une autre thématique qui est super importante, c'est celle de ce qu'on appelle les utilités. Parce qu'effectivement, comme je le disais avant, grosse consommation de vapeur, par exemple, pour pouvoir faire de la production, grosse consommation d'énergie, l'eau, qui est une problématique fondamentale, tout ce qui est auxiliaire, tout ce qui tourne autour du procédé en tant que tel est extrêmement important et notre plateforme permet de traiter ces problématiques-là de manière relativement... Alors, vos perspectives de croissance, c'est quoi ? Vous avez un plan ? Comment ça se prépare, ça ? On a des plans, bien sûr. Donc, la difficulté d'un plan, c'est qu'il faut le matérialiser et voir comment on peut faire en sorte que ça va au-delà d'un fichier Excel assez logiquement. Donc, on a de l'ambition. Je pense qu'il faut pas s'en cacher. Je pense que c'est sain d'avoir de l'ambition. Une société qui se contente d'être là où elle est et qui ne cherche pas à grandir dans un secteur technologique, moi, personnellement, je suis d'avis qu'elle est amenée à régresser. Donc, on est ambitieux. Alors maintenant, faisons les choses de manière finalement la plus réfléchie possible. Je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise aussi, c'est qu'on n'est pas dans l'emballement. On capitalise sur ce qui a été fait, bien fait pendant finalement plus de 20 ans. On s'entoure finalement de beaucoup de personnes, on se questionne beaucoup. On a revu toute notre stratégie avec l'aide par exemple de l'ASMALA. Et c'est le genre de choses qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'avoir une bonne base, une bonne assise, nous permettant de pouvoir aller plus loin. Parce que vous êtes arrivé à un moment clé pour l'entreprise. On parle souvent de seconde chance, et c'est très très bien qu'on en parle et que ce soit possible aujourd'hui, évidemment. Vous êtes arrivé alors qu'il y avait une procédure de redressement judiciaire, ou en tout cas à un moment où l'entreprise devait se réinventer quelque part. Oui, tout à fait, avec toujours la volonté de pouvoir capitaliser sur le positif, assez logiquement. Oui, il y avait des technologies qui étaient prometteuses et tout ça. Tout à fait, donc c'est vraiment ça, donc une super base technologique. Donc moi, j'ai toujours dit énormément de respect et d'admiration pour les fondateurs qui, jeunes ingénieurs, se sont lancés dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ils ont fait quelque chose, je trouve, de fantastique. Ils ont été extrêmement résilients, ça n'a pas été simple, ils n'ont pas toujours été bien accompagnés. Mais effectivement... La base est là. Mais la base est là, la base technologique est là, et finalement la société s'est retrouvée dans cette situation malheureuse de devoir se mettre en PRJ. C'est des choses qui arrivent dans la vie de société. Absolument. Et je trouve personnellement, ce qui est remarquable, c'est d'avoir pu avoir cette deuxième chance. Et finalement, le plan homologué avait toute une série de défis, c'est évident. Je ne vous cache pas que moi, je suis arrivé à sortir de ce plan, et ça a été mon mandat, c'était de dire comment peut-on finalement faire en sorte qu'on puisse exploiter au mieux cette technologie, pouvoir travailler sur une approche peut-être un petit peu différente par rapport au marché, par rapport aux produits. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé et qui, d'une certaine manière, arrive aujourd'hui à cette nouvelle marque qu'on lance et qu'on cherche vraiment à faire en sorte. Ça veut dire que ça passe par un investisseur qui fait confiance, c'est ça? Ça passe par un investisseur qui fait confiance, de fait. Donc on a cette chance, et je ne les remercierai jamais assez, d'avoir eu cet investisseur principal avec d'autres qui nous ont rejoints en 2021.
au début de mon aventure personnelle avec ce qui s'appelait encore Pépite. Mais depuis, on en a d'autres qui nous ont joints, en nous faisant également confiance. Et donc, c'est ça que je trouve super valorisant, c'est qu'on est dans une dynamique, il me semble, qui est vraiment positive, avec beaucoup d'ambition, comme je le disais, mais beaucoup d'humilité dans la manière dont on aborde le marché. Mais on cherche à faire les choses étape par étape. Parce que vous veniez de tout à fait d'autres milieux. Hein. Vous avez été dans les technologies quand même, donc ça. Mais vous êtes passé par des médias, par le spatial aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai une formation d'ingénieur, donc effectivement, tout ce qui est technologique m'a logiquement toujours attiré. Je suis un enfant de l'Ardenne, j'ai grandi dans le coin de la station de poursuite de satellites de Redu. Et quand j'étais gamin, je me rappelle, on allait marcher et se promener à vélo avec mes parents ou avec des amis. Il y avait à l'époque une vieille fusée qui était mise sur le côté. Les paraboles, c'était un côté qui était un petit peu rêveur. Et puis, dans mes études d'ingénieur, effectivement, je me suis rendu compte que le côté spatial, au sens large, était quelque chose qui m'attirait énormément. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler pour l'Agence spatiale européenne et puis par après pour la Société européenne des satellites à Luxembourg, où j'ai appris énormément de choses, logiquement, la rigueur qu'on a dans ce genre de structure, avec des technologies de pointe, avec la manière dont on gère des projets, la manière dont on gère des portefeuilles de produits, etc. Tout ça était passionnant. Puis j'ai bifurqué un peu dans la chaîne de valeur en aval vers les médias de sens large, hein, donc avec Ericsson d'une part, avec gros groupe RTL pour ne pas le nommer à Luxembourg également, donc où j'ai appris plein de choses avant finalement d'être amené de manière peut-être un peu fortuite à pouvoir prendre ce défi au niveau de la société à leur pays. Et vous m'avez dit qu'il y avait quelque part un choix du cœur qui était un choix pour une solution qui est aussi une solution qui est vertueuse pour le climat, en fait. Oui, tout à fait. Ça joue vraiment fort dans votre décision de se lancer dans cette aventure. Oui, je me suis rendu compte en rencontrant les fondateurs de la société et les collaborateurs qui étaient avant que je n'arrive, qu'il y avait quand même quelque chose de très fort, et je vois une image qui passe qui effectivement est tout à fait dans la lignée de ce que je vais dire, c'est vraiment au niveau des valeurs. On a vraiment fait tout un travail par après de réflexion par rapport à notre mission, par rapport à notre vision, par rapport au monde, par rapport au fait qu'on considère que c'est essentiel que l'ensemble des acteurs au niveau industriel agissent de manière responsable dans l'utilisation des ressources, dans l'utilisation de l'énergie. Et donc tout ça finalement, ça rejoint, comme je dis, des valeurs intrinsèques qui moi m'ont poussé à accepter ce défi d'une certaine manière, parce que pour vos enfants. Exactement, je suis moi-même, comme je le disais en préparation ici, le repère de 3 filles que je vois grandir avec beaucoup de plaisir. Maintenant, je me pose toujours la question de savoir quel est le monde qu'on va leur laisser. Alors je suis confiant en l'avenir parce que je suis d'avis que la jeunesse a beaucoup finalement d'énergie, beaucoup de ressorts et beaucoup de capacités et créativité. Ils s'en sortiront de manière merveilleuse. Maintenant, il est évident que moi, je suis d'avis qu'on doit agir, on doit faire ce qu'on peut, chacun à notre niveau, et que ici, la solution permet de travailler sur une de ces thématiques qui est effectivement celle. Ce qui est intéressant, c'est que ça allie en fait le besoin de compétitivité, d'efficacité dans les processus et les solutions vertueuses pour le climat. Comme quoi, c'est pas incompatible. En fait, non, absolument pas. Moi, je suis un grand défenseur de la technologie, mais à partir du moment où elle est utilisée à des fins utiles. Donc, la génération, je vais dire de manière très claire, de vidéos farfelues avec des chats qui dansent, générées par IA, c'est pas le genre de choses, moi, qui me passionne. Content que certains puissent l'être. Par contre, il est évident qu'ici, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est une exploitation utile d'une technologie qui, pour moi, amène quelque chose qui a véritablement de l'impact. Et tout est lié. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, une société qui est plus compétitive va devoir être plus efficace dans sa manière de fonctionner. Et donc, logiquement, elle peut économiquement avoir un résultat qui est meilleur. Mais aussi, si on prend du reporting non financier, on va avoir aussi un bilan qui sera meilleur. Donc tout ça, finalement, fait que l'ensemble des dimensions se rejoignent. Alors, on avait eu un contact tous les deux aussi dans le cadre d'un dossier qu'on a fait pour Trends Tendance, pour le magazine, qui avait pour objet la souveraineté technologique. On en parle beaucoup pour le moment, dans un monde qui est parfois un peu sans dessus-dessous. C'est un enjeu important, cette souveraineté aujourd'hui ? Moi, je suis d'avis personnellement que plus que jamais, on se rend compte que
on a vécu pendant quelques décennies probablement dans une certaine forme de candeur, voire de naïveté par rapport à ce qui se passait au niveau géopolitique. Maintenant, moi je constate que toutes les forces vives que je peux avoir autour de moi convergent sur un constat qui est celui que l'Europe, on ne va pas parler de la Belgique en particulier, même si on fait partie du cœur du réacteur au niveau de l'Europe, mais l'Europe doit se réindustrialiser, doit prendre sa souveraineté sur plein de dimensions. Plus que jamais, avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, on se rend compte que la problématique de l'énergie doit être effectivement centrale. Et la décarbonation, donc de nouveau, tout est lié. Ouais. On doit aller vers du renouvelable, on doit s'affranchir de tout ce qui est énergie fossile, ça c'est relativement évident. Mais également sur d'autres dimensions, qui sont les dimensions de la défense, assez logiquement. C'est quelque chose où on ne peut plus laisser notre sort dans les mains d'autres qui ne sont pas nécessairement alignés 100% à nous. Ça, je pense que tout le monde converge là-dessus. Et une autre piste qui pour moi est essentielle, c'est celle aussi de l'éducation. Je pense qu'on a la chance en Europe d'avoir un secteur éducatif qui est super efficace, qui finalement est assez ouvert. On ne doit pas sortir des dizaines ou des centaines de milliers d'euros que pour pouvoir offrir à ses enfants des études à un niveau universitaire. Donc on a cette chance et on doit capitaliser là-dessus, parce que quand on parle de souveraineté, pour moi ça passe effectivement par les connaissances, et ça passe par le savoir et ça passe par la formation. Et est-ce que cette souveraineté technologique, elle est encore possible ? Je ne veux pas faire celui qui prône la défaite, mais c'est vrai que les géants de la tech, on sait où ils se trouvent, surtout aux États-Unis, maintenant en Chine qui se réveille. Est-ce qu'il y a de la place en Europe pour ça ? C'est une excellente question. J'aurais tendance à rester positif aussi. Alors de là à remplacer les géants, ça je n'en suis pas nécessairement convaincu. Par contre, la question pour moi est plutôt de savoir comment peut-on éventuellement faire levier sur certaines de leurs technologies, que pour venir avec des solutions qui, elles, sont plus à même de répondre à des besoins précis qu'on peut retrouver sur tout un ensemble de segments de marché au niveau européen. Et donc, il faut trouver un équilibre. Je trouve que c'est pas nécessairement simple. Est-ce que, par exemple, la niche, quand je dis niche, c'est pas péjoratif, des services aux entreprises, PME, industrie, etc., Odoo, iCare, vous, est-ce qu'en fait, c'est peut-être, par exemple, en Belgique, un domaine dans lequel on peut exceller, quoi ? Dans lequel on excelle déjà, d'ailleurs. On excelle déjà, effectivement. Comme vous le mentionnez, effectivement, Odoo, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. iCare non plus, que ce soit Fabien ou Fabrice, ils font tous les deux un travail qui est fantastique. Et donc, évidemment... C'est complémentaire, en fait, avec ce que vous faites. Il y a beaucoup de complémentarité avec tout ce qu'on fait, tout à fait, que ce soit dans les deux cas de figure. Moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Aussi, la manière dont ils ont réussi à mettre vraiment leurs clients, leurs produits au cœur de leur démarche, de leur réacteur. Alors, évidemment, il y a beaucoup de différences, on est d'accord. Mais ce sont des exemples. Et je pense qu'on doit se nourrir de ce genre d'exemples. Et pour répondre de manière très concrète à la question, c'est évident que la Belgique a un passé industriel qui est plus que conséquent. Donc on a du savoir, on a du savoir-faire, on a des excellentes universités, et donc je pense qu'on doit capitaliser là-dessus que pour effectivement continuer à se développer. On dit parfois que l'industrie est en souffrance en Belgique et en Europe. Est-ce que pour vous, ça c'est une difficulté, ou au contraire, c'est une opportunité de dire en fait, on peut leur apporter des réponses là où elles en ont besoin ? Ouais, il y a toujours les deux côtés de la médaille. C'est certain que certains secteurs souffrent de manière très forte. Alors, même si on peut leur permettre d'être plus efficaces, comme on a pu en parler, ça n'empêche qu'en prenant du recul, surtout quand on est face à des multinationales, à partir du moment où un siège qui est amené à prendre un choix par rapport à l'affectation de certaines productions ou même des investissements à faire, quand on a des cadres effectivement énergétiques, économiques, voire régulatoires qui peuvent être plus efficaces ailleurs, l'Europe n'est pas favorisée. Ça c'est un fait. Donc on a des clients qui nous l'expriment de manière relativement claire, que la situation n'est pas simple pour eux, ils n'ont pas nécessairement la visibilité aussi sur ce vers quoi ils peuvent aller. Donc là, c'est le côté qui pour moi est un petit peu plus négatif. Par contre, il y a des opportunités, effectivement, parce que cette transformation vers une énergie, vers une société, une économie qui va vers un modèle de plus en plus décarboné, ouvre logiquement des opportunités par rapport à tout un ensemble de structures. Et là, on a clairement la possibilité de se positionner. Plus une autre thématique qui, pour moi, ou un autre ensemble, je vais plutôt dire, qui lui est plus difficile à délocaliser, c'est tout ce qui touche à la circularité. Par exemple, on travaille beaucoup dans le secteur du recyclage, au sens recyclage, exactement, oui, tout à fait. La capacité de pouvoir collecter des déchets, les trier, superviser ce qui se passe et les recycler par après. Mais là, on est obligé, d'une certaine manière, de pouvoir le faire de manière locale. Et là, évidemment, on a aussi des opportunités qui s'ouvrent.
Comment on génère une croissance? Alors, est-ce qu'à un moment, vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller voir les gens en disant « Regardez, découvrez ma boîte magique qui va vous aider ». Est-ce qu'à un moment, ça s'enclenche naturellement? Comment ça se passe? Quelque part, on est parfois un peu, effectivement, abasourdi par les chiffres de croissance d'un Odoo, par exemple, qui se font... On a presque l'impression à un moment que c'est organique, quoi, que ça se génère par soi-même. Comment on arrive à ça? Bon, j'ai l'impression que la clé du succès, si je veux peut-être la simplifier un peu, mais c'est d'en arriver à avoir un produit qui est à ce point bon et simple et visible, qui répond à véritablement un problème de manière systématique, qu'au niveau de tous les acteurs, au niveau industriel, qui se retrouvent à avoir les problèmes en question, qu'ils puissent, à condition que ce soit suffisamment visible, qu'ils puissent se tourner vers nous. Donc ça, c'est un peu finalement le Graal, le Saint Graal qu'on vise, c'est de pouvoir en arriver à travailler sur notre produit de manière telle à ce qu'on puisse être à même d'amener cette réponse de manière systématique. Ça veut dire adapter le produit en permanence. Oui, on l'adapte en permanence, tout à fait. Et donc maintenant, aujourd'hui, on est dans cette phase de transformation. Et donc, c'est évident qu'on vient d'un produit qui avait une extrêmement bonne base technologique, qui permettait de résoudre finalement énormément de problèmes dans beaucoup d'industries. Aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de voir comment, de manière systématique, on peut, sur certains problèmes, certaines verticales marché, amener une solution qu'on peut répliquer. Alors, on n'en est pas encore au point où, quand je me réveille le matin, j'ouvre mon ordinateur. Et vous voyez la courbe. Et je me dis, fantastique, on a vendu, parce qu'on reste dans du B2B, donc on reste dans un processus de vente qui reste malgré tout humain, et c'est quelque chose d'hyper important, cette dimension d'humain qu'on a vraiment au niveau de la société. Donc on reste aujourd'hui encore dans beaucoup de ventes directes. On active petit à petit de la vente indirecte, que ce soit via des réseaux de partenaires, que ce soit via des revendeurs qu'on peut avoir sur certaines... Parce que la recette d'Odoo, c'est ça aussi. C'est carrément, ils ont créé toutes des sociétés sœurs, j'allais dire, qui quelque part vendent leurs solutions, qui même apportent de l'accompagnement de services, parce que... Exactement. Quelque part, c'est peut-être pas votre mission à vous, c'est peut-être des choses qui doivent être déléguées à d'autres. De nouveau, je pense que c'est ce qu'on a en tête. On n'a pas vocation à réinventer la roue. Quand ça fonctionne dans certains secteurs, il faut qu'on puisse s'en inspirer. Et donc, c'est certain que ce côté partenariat est un côté qui, pour nous, est super important. Et donc, on le fait à notre échelle, en sachant que pour l'instant, on a une vingtaine de personnes. On a l'ambition d'être plus nombreux, effectivement, mais pas pour le plaisir d'être plus nombreux, simplement parce qu'on veut avoir plus d'impact au niveau global. Et pour nous, la capacité de pouvoir toucher plus de clients, de pouvoir avoir un maximum de déploiement de notre plateforme, de notre logiciel dans les mains des clients, ça passe effectivement par le fait qu'on soit à même de pouvoir activer des relais de croissance. Et parmi ces relais de croissance, les partenariats en sont un. Donc c'est vraiment quelque chose... C'est l'horizon, enfin, c'est peut-être l'objet du plan qui est là pour les prochaines années. Enfin... Oui, je pense qu'on ne va pas attendre plusieurs années pour activer ça. Oui, donc c'est ça. Donc l'ambition, elle est là. L'ambition, elle est là, effectivement. Donc il faut savoir que depuis finalement maintenant 4 ans que je suis là, la majorité de ce qu'on a pu générer comme excédent d'exploitation a servi soit d'une part à rembourser la dette sursitaire qu'on avait suite à la PRJ, soit à réinvestir dans l'équipe. Donc c'est quelque chose... Vous arrivez à une situation saine, enfin, vous y êtes proche en tout cas. On y est proche, effectivement. Les dernières échéances en termes de remboursement de dette sursitaire arrivent ici dans les 2 prochains mois. On a ça sous contrôle et donc ce sera quand même une certaine satisfaction de voir qu'on aura un bilan comptable qui sera vraiment complètement nettoyé, avec une structure qui sera 100% saine et une base technologique qui est très bonne et un potentiel de croissance qui est conséquent. Oui, donc un changement de nom quelque part qui marque cette page tournée. Quand je dis ça, c'est pas pour oublier le passé. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. On ne tourne pas la page en l'effaçant et en l'oubliant, pas du tout. Justement, on peut en être fier. Parce que de l'excellent travail a été fait pendant toutes ces années. Maintenant, l'idée, elle est plus de pouvoir voir comment pouvons-nous nous positionner différemment que pour écrire le chapitre suivant, finalement. Est-ce que, on parlait de souveraineté, vous avez des enjeux qui sont importants. Quand on pense à la technologie aujourd'hui, je voyais encore le bilan de NRB, qui est une autre entreprise liégeoise qui marche bien pour le moment, qui insiste beaucoup sur les questions de cybersécurité, de souveraineté des data, etc. Est-ce que ça, c'est des enjeux importants pour vous, Est-ce que vous jonglez avec des éléments sensibles, en réalité Oui, ce qui nous caractérise aussi, c'est que dans la manière dont on a développé... la plateforme, le logiciel, de manière un petit peu technique peut-être ici, mais on a la possibilité de faire 2 types de déploiements, soit dans ce qu'on appelle on-premise, donc directement chez le client, soit à ce moment-là dans le cloud. Et donc,
Si on est on-premise, la question de la souveraineté des données, évidemment, ne se pose pas, puisque l'ensemble des données sont stockées directement chez le client, sur son infrastructure, gérée par son équipe, finalement, informatique. Quand on est dans le cloud, à ce moment-là, il y a deux modèles. Soit le client nous donne la responsabilité de faire cet hébergement, et on travaille avec un prestataire européen. Soit le client désire le faire sur son propre cloud, et là, de nouveau, c'est un choix qui lui revient tout à fait. Nous, on n'intervient pas là-dedans. Et c'est sa politique à ce moment-là, c'est sa gouvernance en termes de gestion des données qui intervient. Donc, s'il travaille avec des acteurs plus internationaux, comme on les connaît tous, et qu'à ce moment-là, les données sont ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça montre bien que c'est un enjeu et une réflexion. C'est un enjeu et une réflexion. Que c'est sciemment, par exemple, que vous travaillez avec un acteur européen, j'imagine. Tout à fait. Alors nous, évidemment, une question qui revient quand même relativement souvent, c'est de savoir si on cherche à nous-mêmes capitaliser sur les données des clients. Et là, je pense que c'est quelque chose que j'aime toujours bien éclaircir, c'est absolument pas le cas. Donc on n'a pas nous-mêmes vocation à pouvoir entraîner des modèles sur base des données des clients, de manière telle à ce que ces modèles puissent être mis à disposition d'autres clients. Il faut comprendre que les données qu'on traite sont des données, comme je le disais tout au début, sont des données de production. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez intime par rapport au fonctionnement d'un site de production d'un client. Et donc il n'y a absolument pas de volonté d'exploiter ça. Les modèles qui sont développés finalement sur base de ces données restent 100% propriétaires au niveau des clients. Donc on reste propriétaires, nous, des algorithmes, assez logiquement, puisqu'ils font partie de la plateforme, mais les modèles qui sont générés par les algorithmes appartiennent aux clients. Est-ce que l'intelligence artificielle est une vraie révolution pour vous ? Enfin, j'imagine qu'elle est déjà intégrée, mais est-ce que ça accélère des choses ? Est-ce que ça ouvre des perspectives ? Comment vous le voyez, vous ? Nous, effectivement, elle est intégrée, je vais dire, presque de manière native dans notre solution, puisque voilà, déjà maintenant plus de 20 ans, elle était intégrée dans les outils qui ont été développés à l'époque, tout au début de la société. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tous tendance à penser assez logiquement à tout ce qui est génératif. On parle de ChatGPT, mais pas que. Donc ces grands modèles de langage, effectivement, eux, sont plus récents aux yeux du grand public. Alors, la base technologique que nous, on a dans la plateforme, elle a continué à évoluer avec le temps. Mais les gros algorithmes qu'on retrouve dedans, qui ont été finalement intégrés de manière telle à répondre le mieux que possible aux gros défis, aux gros problèmes du secteur industriel, ces algorithmes restent plus ou moins les mêmes que ce qui n'était historiquement. Alors là où l'IA générative a révolutionné notre manière de fonctionner, c'est à deux niveaux. La première, c'est qu'effectivement, en termes de développement, mais comme toute société de développement informatique, forcément, il y a un effet multiplicateur. Donc nos développeurs, aujourd'hui, je pense, sont plus efficaces dans la manière dont ils travaillent, et des fois pour des tâches qui ne sont pas nécessairement les tâches les plus importantes, revérifier qu'un code est 100% parfait, le documenter et autres. Donc ça, c'est une dimension sur laquelle, clairement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et alors, l'autre amélioration qu'on porte ici dans le nouveau produit qu'on lance ici maintenant, en même temps que la nouvelle marque, c'est le fait qu'on a intégré un agent IA qui améliore l'expérience de l'utilisateur par rapport à la plateforme. Et donc là, c'est quelque chose, nous on est d'avis qu'on va voir de plus en plus, c'est que finalement, l'interface homme ordinateur, vraiment l'interface qui est utilisée au quotidien, va être amenée à évoluer de plus en plus grâce à ce genre d'outils, parce qu'effectivement, on ne va plus être dans une nécessité de pouvoir contrôler un ensemble de menus, comme on le faisait historiquement dans plein de logiciels, mais on va pouvoir poser plein de questions à son software, qui petit à petit va lui-même aider à co-construire les réponses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne au niveau du produit pour nous. Alors Baptiste Fosprey, juste une question qui n'a rien à voir avec vous, mais avec l'actualité de la semaine. Je voulais juste avoir votre sentiment. Il y a quand même eu une décision de justice qui est quand même assez spectaculaire concernant Meta, où on considère, suite à des plaintes, que l'outil proposé est addictif. Je fais court. Ça vous inspire quoi ? Vous vous dites, vous parliez de valeurs tout à l'heure, que les technologies doivent avoir des valeurs et que là aussi, il y a sans doute des choses à réguler. Je répète, ça ne concerne pas votre activité. Non, tout à fait. Effectivement, de manière personnelle, moi, je trouve ça bien, parce qu'effectivement, je me rappelle d'un ensemble de podcasts qui était axé sur la démocratie en danger par, je ne devrais peut-être pas les nommer, mais par Arnaud Royson, ici, de RTBF. Très bon podcast, voilà, maintenant 3-4 ans, qui parlait effectivement du péril que les réseaux sociaux peuvent avoir avec leur puissance algorithmique sur, finalement, le comportement des gens. Et donc, on se rend bien compte qu'ils ont un impact qui est gigantesque. Et d'une certaine manière, l'Europe est une superpuissance de la régulation.
ce qui est bien. Elle a peut-être été un peu trop loin. Maintenant, il faudrait que ça devienne une superpuissance de l'action et que l'Europe puisse venir avec des plans qui montrent vraiment comment on peut regagner notre souveraineté, comme je le disais, mais de pouvoir trouver aussi une manière de vraiment être ferme par rapport au Digital Service Act et faire en sorte que des plateformes ne soient pas à même de pouvoir faire n'importe quoi en Europe parce que c'est pas le Far West chez nous. Moi, je trouve ça très bien parce que je reviens sur le point que je mentionnais tout à l'heure. Je pense que la jeunesse, c'est notre futur. On a beaucoup de chance en Europe avec le système éducatif qu'on a. Alors à ce moment-là, faisons en sorte qu'on arrive à les protéger un petit peu de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et qu'on utilise les technologies comme vous le faites de manière vertueuse, quoi. Exactement, tout à fait. Je pense que c'est un très bon point. Merci beaucoup Baptiste Fospré. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk qui montre que les technologies, ce n'est pas que les géants de la tech, et ce n'est pas que des questions qui parfois peuvent prêter à réflexion, c'est aussi le futur et le futur vertueux. Merci à tous, à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.